17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, plaisir immense de vous retrouver pour une autre production de votre magazine essentiellement dédié à la campagne présidentielle. C'est Écho de campagne qui débute à l'instant. On va ensemble, durant ces 1h50 d'échange, revenir justement sur ces échos de campagne-là. On aura l'actualité des candidats, on aura les toutes dernières informations. On reviendra aussi en compagnie des représentants de formations politiques qui sont en plateau avec nous sur justement ce que l'expérience pourrait apporter à un mandat présidentiel. Est-ce que cette expérience-là, lorsque l'on observe justement le Cameroun, elle pourrait être un atout ou alors tout simplement un inconvénient, vu que certains estiment que durer à un poste pourrait s'assimiler à quelque chose qui produirait de l'inertie. On en parle ce soir de cette expérience-là. Est-elle un atout, est-elle un inconvénient? Les partis politiques qui sont présents dans ce studio vont justement donner leur avis sur la question. Je l'ai dit, c'est Écho de campagne qui prend ces quartiers, transition, et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Écho de campagne. Nous allons commencer l'exercice de présentation des trois partis qui ont décidé de faire route avec nous ce soir. Nous avons d'abord à ma droite Sylvestre Lebel-Niek qui est justement de l'UPC. C'est une figure politique que vous connaissez, mais qui ce soir et depuis quelque temps déjà accompagne et représente le candidat Issa Chiroma Bakary dans tous les déploiements qui sont inhérents à cette campagne. Monsieur le maire, bonsoir. Stéphane Baka, bonsoir. Merci de m'accueillir ce soir dans ce rôle particulier qui est celui d'un allié du président candidat Issa Chiroma Bakary. Merci, Monsieur Niek, pour justement la présence en ces lieux. On vous sait bousculé. La campagne est véritablement en train de battre son plein, en train de se conclure même. Alors avec vous, on va voir les dernières actualités du candidat Issa Chiroma Bakary. Où est-il? Comment se déploie-t-il? Et justement, quelles sont les dernières actualités autour de son déploiement? Ah, c'est très bien. Je voulais dire quelque chose, que pour nous, Chiroma n'est que le véhicule du produit. On ne cherche pas là où il est. Demander qu'est-ce que le candidat entend faire, comme quand il sera élu. C'est pas ça qui est. Chiroma est quelque part au Cameroun en train de battre campagne pendant que ses équipes sont également ailleurs. Nous ne sommes pas comme les autres qui pensent que après X c'est X, avant X c'est X. Nous on est là. Le président Chiroma n'est que le véhicule de notre programme que nous avons élaboré et sur lequel nous sommes d'accord. Et qui est un programme de refondation de la République du Cameroun pour que ce pays soit mis à l'expression. D'où le slogan le peuple au pouvoir. Merci, Monsieur le maire Niek, le peuple au pouvoir. On va justement épiloguer sur cette arithmétique durant toute cette émission. Je me tourne vers ma gauche, proche avec le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau, Benoît Fredjeux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, et bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Et il convient également de dire que dans la représentation, on dirait également que je suis là pour porter la parole du candidat Paul Biya. En tant que non seulement d'abord militant du parti RDPC, mais en tant que membre de zone de campagne spéciale de Yaoundé 7 et président de la commission de secteur. Donc aujourd'hui, je suis là pour dire la réalité sur le candidat Paul Biya, sur la campagne. Alors, dire la réalité sur le candidat Paul Biya et sur la campagne. Première question qui peut être rhétorique, où est-ce que le candidat Paul Biya se trouve et justement, quelles sont ses dernières actualités autour de son déploiement? Oui, je ne dirais pas exactement comme l'autre, mais je vous dirais que Paul Biya se trouve partout. D'abord, en ce moment, plein de campagnes. Paul Biya se trouve partout parce que au regard de sa stratégie, de notre stratégie de campagne, Paul Biya est porté par toutes les voix qui sont représentatives. Lui-même, Paul Biya, en question, le candidat, effectivement, dans sa haute stratégie, est en train de
préparé un autre déploiement. Je crois que je n'ai pas besoin de rappeler l'accueil, je ne dirais pas aussi chaleureux que admiratif, que tout le monde a apprécié du côté de l'extrême nord, que quelques langues disaient encore quelques jours et passé que le président Paul Biya était lâché par sa fille aînée. Je crois que ceux-là ont aujourd'hui tellement peur de le voir descendre comme il s'apprête à descendre dans une prochaine localité dans les prochaines heures. Mais globalement, je vous dis, Paul Biya d'ailleurs, il est présent partout. Et vous connaissez que le candidat Paul Biya, c'est le seul qui organise tous les jours que Dieu a créé minimum 360 meetings. Alors, on annonce des informations tirées à source généralement exacte, annonce la présence du candidat Paul Biya du côté de Monatélé demain. C'est vrai qu'il y a eu un premier impair puisque la communication autour du candidat annonçait justement ce déploiement-là aujourd'hui. Bon, du côté de Monatélé, je sais qu'on est en train de s'activer pour recevoir justement le candidat du RDPC. Je poursuis l'exercice de présentation avec un autre acteur, lui, c'est l'UNDP qui justement porte sa vision, qui sera parmi nous. Monsieur Roméo Stala, vous êtes, je l'ai dit, de l'UNDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Je vous dis infiniment merci pour cette invitation que vous avez bien voulu décerner au parti politique le plus sérieux dans la République du Cameroun. Je salue comme ça la grande équipe de mobilisation et de stratégie de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui est à plein pied d'œuvre au siège, le bastion ou alors notre fief de campagne de l'UNDP. Je salue la coordinatrice régionale du centre, Madame Abega, et l'infatigable Yaya Bello. Alors, je vais rappeler, je suis membre de la cellule nationale de communication de l'UNDP. Nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire national et présentement, le président national de notre parti a tenu un grand meeting à la place des fêtes ce jour même à Maroua. Un meeting qui n'a pas été édulcoré comme les autres meetings que vous voyez partout sur l'étendue du territoire national. Un meeting vrai et réel, avec des vrais militants, des vrais personnages, pas d'intelligence artificielle. C'est ça le propre, la vérité et la magnanimité et la perspicacité des militants de l'UNDP. Nous sommes là pour dire aux Camerounais que c'est le moment où le peuple camerounais, le peuple tout entier, qui a longtemps été embourbé dans des difficultés à nul autre pareil, que c'est l'heure du changement. Et ce changement-là, c'est porté par un homme d'État, un homme pétri d'expérience. On en parle d'expérience. Oui, un homme qui a fait ses classes dans la haute administration de notre cher et beau pays, qui a d'ailleurs commencé à servir en tant qu'élu de la nation et qui a continué. Aujourd'hui, le président Bello, qui est le porte-étendard d'une coalition de plusieurs partis politiques et de 2 candidats déclarés par le Conseil constitutionnel, ce qui relève de la sérénité de notre travail et de notre action. Personne ne pourra nous le contester parce que l'UNDP a un maillage territorial et capable de réaliser des choses incommensurables. Merci Roméo Ostala pour cette définition en grandeur nature du potentiel de votre candidat. On va tout de suite et de plein pied rentrer dans le menu de nos échanges. Je vais commencer avec le représentant du candidat Issa Chiroma Bakari sur le plateau. Je l'ai dit, présidentielle 2025, l'expérience, atout ou inconvénient. Alors, monsieur le maire Niek, comme j'aime bien à vous appeler, comment est-ce que vous définiriez l'expérience d'abord? L'expérience, le représentant de l'UNDP parle de son candidat comme un homme qui a une expérience accrue et réelle des hautes
La haute administration. La haute administration, des hautes sphères de l'État, des dossiers sensibles de la République. Alors, je commence par vous. Est-ce que, justement, pour aller vers Etudji, pour aller vers la faveur des suffrages des Camerounais, il faut avoir cette expérience-là, une expérience qui vous amène à être, dans votre passé, avoir été, justement, un homme au cœur de la République, un homme qui connaît les dossiers, un homme qui a, justement, un parcours qui pourrait amener à ce que les Camerounais lui fassent confiance dès dimanche. Stéphane Baga, la réalité qui est là vraie, c'est que nous ne pouvons pas dire que l'expérience n'est rien dans le parcours qui mène vers la présidence de la République. Mais l'expérience n'est pas un mot. L'expérience est un ensemble d'acquis qu'on acquiert soit volontairement parce qu'on était à l'école, parce qu'on a exercé, soit involontairement parce qu'on a vu faire. Mais l'expérience n'est pas un mot qui devrait aller seul. Et j'ai expérimenté en vol. C'est vrai en plus. J'ai expérimenté parce qu'en réalité, à la fin, l'expérience est un acquis qui devrait produire des résultats. Oui. Si vous passez, je prends un enfant qui est tellement brillant, mais il réussit à faire dans la même salle de classe 5 ans. Il est expérimenté. Oui. Mais le résultat est nul. Non, il est expérimenté parce qu'il a passé dans la même salle de classe 5 ans. Une parfaite contradiction. C'est ça la contradiction malheureusement. C'est-à-dire, en fait, vous êtes dans la même salle de classe, vous êtes expérimenté parce que vous connaissez les meufs, vous connaissez tous les maîtres, vous connaissez tout le monde, mais en réalité, votre résultat est nul. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est toujours l'expérience. Aujourd'hui, il s'agit de quoi lorsqu'on va vers le palais de l'unité? Ne demandez pas à un homme, on ne vote pas un président pour qu'il salue les gens, pour qu'il marche, pour qu'il parle. Non, le président vaut mieux que ça. C'est pour ça qu'il faut en même temps allier l'expérience à la vitalité minimale possible, mais à la connaissance des dossiers. Parce que l'expérience n'est pas absolument la connaissance des dossiers. Je dis cette fois-ci qu'il y a personne ne partira du quartier pour aller au palais de l'unité. Et la chance que nous avons, c'est qu'il y a très peu de candidats qui justifient de pas d'expérience du tout. Sinon, il n'y en a même pas. Parce que chacun a son expérience. Mais le plus important, c'est que vous avez l'expérience. Vous expérimentez en quoi et qu'est-ce que ça a produit pour le pays. 43 ans plus tard, nous avons un homme d'expérience qui travaille depuis 62 ans. 63 ans d'ailleurs. Parce qu'il a commencé en 62, dans la haute administration. Personne ne saurait dénier l'expérience. Mais le débat n'est pas là-bas. Le Cameroun là où avait cette expérience. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'expérience est une très bonne chose, mais il faut que ça serve à quelque chose. L'expérience de notre ami, de nos amis du RDPC, a servi à mettre le Cameroun là où il est. Et pour, il est où? Il suffit d'ouvrir les yeux pour regarder. Justement, c'est la question que beaucoup vont vous poser. Où est le Cameroun selon votre candidat? Ce n'est pas selon. Je prends les chiffres officiels. Allez-y. L'INS, qui est le seul institut qui nous dit comment, comme sur le plan économique, sur le plan de la population, vous dit que la pauvreté a augmenté de 37,5%. C'est-à-dire, les gens qui vivent en dessous du seuil $1 par jour au Cameroun, entre 2020 et 2024, ça augmente de 37,5%. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est ce que nous voyons tous les jours lorsque nous empruntons nos routes. Le Cameroun, c'est tous les jours quand on va dans un service public. Le Cameroun, c'est ce que le président a lui-même décrit, qui vous dit la corruption. C'est lui-même qui décrit, et ce n'est pas nous. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut considérer l'expérience qui n'a pas donné de résultat au lieu de changer de paradigme? Le choix est facile à faire. Lorsque l'expérience a échoué. Je ne dis pas qu'il faut donner à celui qui n'a jamais rien fait. Mais il vaut mieux, même en interne d'abord, donner à ceux qui, à défaut d'avoir 63 ans de service, ont même 50, ont même 40. Mais aujourd'hui, je pense que le Cameroun n'en est plus là. Le Cameroun doit tirer les conclusions nécessaires. Lorsque quelqu'un vous a promis, à coup de mandat, les grandes ambitions, sans conclusion, sans résultat. Les grandes réalisations, sans résultat. Les grandes opportunités, sans résultat. Et quand on vous ramène aujourd'hui aux affaires de l'Église. Grandeur espérance. L'expérience, l'expérience, c'est quoi? L'expérience est divine. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'on a pris sur le plan opérationnel, sur le plan mathématique, sur le plan scientifique, quelque chose à dire aux gens, on vous dit, il faut espérer. C'est un peu ça. C'est comme dans la Bible. Moi, j'y crois, malheureusement. C'est-à-dire, on vous dit, Jésus reviendra juger les vivants et les morts. C'est l'expérience.
Il y a la vie éternelle, c'est l'expérience pour les bienfaiteurs. Mais j'ai dit, le Cameroun a besoin de ça. Mais ce n'est pas ça que les gens mangent dans leur ménage. Merci pour les 6 minutes 30, monsieur le maire Niek. On va se tourner vers le RDPC sur le plateau. Justement, on prend pour référence ce slogan « Grandeur et espérance » qui s'accompagne justement de l'expérience de votre candidat, de la haute expérience même de votre candidat. Mais expérience, justement, rime aussi avec bilan. Est-ce que cette expérience-là, si l'on s'en tient au relatif propos du représentant du candidat Chiroma sur ce plateau, est accompagnée d'une expérience heureuse, justement, voilà, pour le Cameroun? Très bien, Stéphane Barga. C'est quoi d'abord l'expérience? Quand on parle de la gestion d'un État, l'expérience, c'est la responsabilité maîtrisée. Je voudrais d'abord qu'on s'accorde dessus. C'est la responsabilité maîtrisée. Oui, il peut avoir l'expérience dont on a les données, une expérience négative, expérience peut-être positive, l'expérience négative dans le genre où on renverse la situation en un élève qui redouble la classe et qui est expérimenté parce qu'il revoit les mêmes cahiers tous les jours. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes là dans la responsabilité maîtrisée, c'est ça l'expérience. Alors, vous avez dit qu'au regard, n'est-ce pas, d'un bilan que les uns préféreraient qualifier de négatif, parce que c'est que je leur concède. Mais je vais essayer de leur dire qu'ils sont là en train de faire exactement ce que j'appelle le voyage dans l'imaginaire. Parce que pourquoi je parle de ça? Parce qu'on fait là des mathématiques qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'appliquer avec les éléments élémentaires qui sont équiprobables. Ça veut dire que, pour dire que le pays Cameroun, qui fonctionne depuis telle année, n'a rien fait, on est à tel niveau, on n'est qu'au niveau très très bas, les conditions de vie sont mauvaises, et puis le chiffre de l'INS présent. Il faut présenter un Cameroun BIRS en face en disant, voilà le Cameroun BIRS, avec les mêmes moyennes, dans les mêmes conditions, avec le même budget de 7 000 milliards, qui a fait ceci, et voilà que ces conditions, d'après le chiffre de l'INS, présente une ascendance alors que le vôtre présente une descendance. C'est ça, en réalité, la comparaison qu'on fait dans la gestion d'un État. Oui. On ne vient pas faire la comparaison pour dire aux gens qu'il y a eu la crise économique, pour dire aux gens qu'il y a eu un ralentissement de l'économie dans le monde, et c'est comme votre président s'appelait X, c'est parce que il avait trop d'expérience que vous n'avez pas fait ce que les autres pays n'ont pas pu faire. Non, cette comparaison n'a pas lieu. Moi, je dis l'expérience dans un Cameroun comme le nôtre, dans un pays aussi diversifié comme le nôtre, non, ce n'est pas un avantage. C'est une nécessité. C'est même une garantie de la stabilité. Je dirais même un gage de la gestion de l'État, de l'élection présidentielle que nous sommes là. Si vous n'êtes pas expérimenté, oui, j'accepte bien que maintenant on place l'expérience en deux catégories, l'expérience dans la gestion aux affaires de l'État, l'expérience dans la haute administration, et que là encore, il y a encore un creux qu'il faut établir. Parce que à l'heure où nous nous trouvons, nous parlons de l'élection présidentielle. Donc, je suis convaincu que votre sujet sur les atouts de l'expérience porte à l'élection présidentielle. Et je dis donc que ce ne peut pas être qu'un avantage au Cameroun. C'est une impératif, c'est une nécessité. Et c'est dans cette expérience, quand vous avez l'expérience, que vous avez la capacité de prendre la maîtrise des institutions républicaines, les législatives, les exécutifs, les judiciaires. C'est dans cette expérience-là que vous avez une influence même diplomatique et que vous pouvez prendre des décisions sérieuses et imposantes sur le plan diplomatique, militaire et même politique. Je reste avec vous, Benoît Fodjeu, pour les 4 minutes qui vous restent pour l'instant. Alors, est-ce qu'on pourrait encore, justement, lorsqu'on se réfère au slogan de campagne qui est le vôtre, vous parlez de grandeur, vous parlez d'espérance, est-ce qu'après 43 ans d'expérience, on peut encore se retrouver
à solliciter l'espérance, ou alors à vendre l'espérance au peuple camerounais? Très bien. Vous savez, on fait vite de confondre l'espérance et l'espoir. C'est deux choses différentes. Et c'est là que je voudrais rappeler aux uns et aux autres. Lorsqu'on ne peut entrer dans l'espérance que lorsqu'on a cherché, lorsqu'on a accumulé certains savoirs, lorsqu'on a préparé ce sur quoi on compte pour un avenir meilleur. Exemple. Alors on est dans l'espérance aujourd'hui parce que pendant plusieurs années, malgré les influences des crises économiques, les crises sanitaires, les crises ceci, qui sont même d'ailleurs gérables que par un homme expérimenté, ne peuvent être gérables que par un homme expérimenté, il s'avère que je ne voudrais pas revenir sur les propos de quelqu'un, je ne voudrais même pas commenter, mais je voudrais seulement rappeler aux Camerounais qu'on est traversé des temps où on avait on plaçait le mandat sur le signe de grandes ambitions, de grandes opportunités, de grandes réalisations, que les gens comprennent bien que pendant tout ce temps, on a traversé des étapes. Mettre en place des projets structurants, mettre en place un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui de garantir un avenir meilleur. Ce nombre de choses, si je prends juste un petit exemple. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on est plus foncé avec le mandat du président Paul Biya sur l'avenir des jeunes et des femmes. Des jeunes et de la consolidation de l'engagement que le président Paul Biya porte sur les femmes, parce que n'oubliez pas que c'est le président Paul Biya qui a donné quand même, qui a essayé d'élever, de rendre les femmes actives, que les femmes sont aussi dans l'action, elles ne sont plus les slogans comme ce fut. Donc les femmes peuvent toujours espérer. Laissez-moi aller au bout, ne me coupez pas. Comptez seulement vos nombres de minutes. Oui. Et lorsque vous allez compter mes minutes, vous enlevez ce que vous-même vous avez. Alors, pour vous dire tout simplement que... Tout à fait, monsieur. Alors, pendant donc ce temps-là, on a donc fait protéger, n'est-ce pas, le bien de nos enfants. On a préparer, j'ai dit, les projets structurants, j'ai cité un peu des comme les barrages électriques qui, n'est-ce pas, qui concourent à l'industrialisation de notre pays. Et dans cette industrialisation, le président Paul Biya, d'ailleurs, ce qu'il s'engage, n'est-ce pas, à veiller dessus, à continuer, c'est qu'il a étendu la formation des jeunes. Aujourd'hui, on se trouve avec la multiplication de centres de formation jeunes, sachant que c'est le chemin par lequel il cherche à faire répondre, donner la valeur aux jeunes, à répondre aux rêves des jeunes. Alors, il sait que de ces centres de formation, on aura la main d'œuvre nécessaire, on aura le technicien nécessaire pour avoir des plats dans les industries dont qui sont projetés à travers même la stratégie nationale de développement. Pour dire globalement que l'espérance, quand on parle de l'espérance, ça veut dire aujourd'hui, vous avez épargné et vous avez la possibilité de dire ce que j'ai épargné peut produire telle chose dans l'avenir. C'est différent de l'espoir. On n'espère pas dans le vide. On espère dans ce sens que dans ce qu'on a déjà investi pour atteindre les retombées. Donc, pour revenir dire que l'expérience, puisque nous y sommes, ce n'est pas un simple slogan, ce n'est pas des avantages que porte une expérience, mais c'est une exigence pour gérer un pays comme le nôtre en ce moment, au regard, n'est-ce pas, des difficultés que le monde entier vit, que ce soit sur le plan, je l'ai dit, sécuritaire, que ce soit sur le plan politique ou diplomatique. Et c'est lorsque vous êtes expérimenté que vous bénéficiez aussi de l'autorité morale. Ça, merci. Je reviens vers vous plus tard, monsieur Feuilleux. Vous vous exprimez, je l'ai dit, pour le compte du RDPC sur ce plateau. Alors, Roméo Tchalla. Pardon? Roméo Tchalla. Oui, c'est ce que j'ai dit. Roméo Tchalla. Alors, je me tourne vers vous. L'UNDP, le candidat Bello Bouba Maïgari, c'est pas un inconnu dans le landerneau politique au Cameroun. Il jouit d'une grande et longue expérience, justement, dans les hautes arcanes de la République. Peut-on, avec lui, justement, se tourner vers quelque chose de nouveau, si, évidemment, les Camerounais lui font confiance le 12 octobre prochain? Est-ce que son expérience, telle qu'il l'a reçue depuis tant d'années, pourra-t-il la mettre? Est-il en capacité encore de la mettre pour proposer un Cameroun différent?
Très bien, Stéphane. Heureusement, vous êtes journaliste. Normalement, vous devriez dire les Camerounais doivent mettre leur confiance en Bello Bouba Maïgari. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce plateau. J'ai dit heureusement. Donc, j'ai suivi beaucoup de choses qui font une redondance dans ma tête. Les Camerounais méritent mieux que ce que les autres proposent aujourd'hui. Il me semble que l'imposture a élu domicile dans notre pays. L'élection présidentielle est une phase très cruciale. Un moment où un peuple prend rendez-vous avec un homme. Un homme capable, jouissant de toutes ses facultés psychologiques, morales et intellectuelles pour mener à bien la destinée ou le destin d'une nation. L'homme ne pourra jamais, au grand jamais, bâtir avec des imposteurs qui ont fait de l'imposture leur leitmotiv et leur quotidien. Il faudrait que les Camerounais ne se perdent pas. Parce que le flagornant peut arriver, il va vous dire ce que vous voulez entendre. Parce qu'il a l'art. On dit que le mensonge donne des fleurs, mais ne donnera jamais de fruits. La politique, c'est une science. Ce n'est pas une imagination. Ce ne sont pas des suppositions hypothético-déductives où on introduit des choses dans l'ordinateur cérébral des Camerounais pour les séduire et les faire croire qu'on est celui-là que le peuple attendait. Non. Ça, c'est l'usurpation. Et certains candidats se sont précipités lors de cette élection présidentielle pour usurper le titre. C'est comme grand-mère nous racontait une histoire quand on était au village. Elle avait l'accoutumance de dire la tortue, comme la tortue savait qu'on amenait toujours la nourriture au salon, la tortue est allée dire qu'il s'appelle, moi je suis un bêtis, il s'appelle Borneba. Tout en sachant que Borneba, ce sont des gens qui sont au salon, là on apporte la nourriture. Tout en sachant que quand on va dire que, on va demander à la jeune fille par exemple, à qui est-ce qu'on a demandé que vous remettez la nourriture, on va dire, la jeune fille va répondre aux gens du salon. Et il y a donc cette imposture-là, des candidats qui se sont précipités pour s'autoproclamer candidats d'une coalition illusoire. Ce qui est une esbrouffe politique est une escroquerie morale. Je pense que de tels actes devaient être punis par les Camerounais qui ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais sont assez matures. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble des Camerounais vont cautionner ce qu'un certain média, pour ne pas le nommer, Jeune Afrique, traitait l'opposition camerounaise de bête. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Alors un imposteur qui a roulé sa bosse dans l'imposture et dans une communication à outrance veut prétendre gouverner notre pays, je ne pense pas que ce soit possible. Les Camerounais ne peuvent pas s'hasarder à confier leur avenir et leur devenir entre de telles personnes. Oui. Maintenant, nous, à l'UNDP, on le dit toujours, le candidat, c'est son programme politique. Le candidat, c'est sa base électorale. L'UNDP n'est plus à démontrer dans ce pays. C'est la première force politique nationale de l'opposition. Depuis, c'est vérifié et vérifiable dans les institutions de la République. C'est à partir de là qu'on reconnaît la sérénité d'une formation politique. Ce n'est pas dans les fanfaronnades, dans de la gesticulation médiatique et dans l'usurpation, dans la fabrication des images. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ceux-là qui font ce genre de choses savent que les gens qui sont dépourvus de bon sens se laissent emporter par l'émotion, ce qui n'est pas bien. Il y a un candidat qui, en 2018, disait que les gens ont la boulimie du pouvoir. Il semblerait que ce même candidat a cette boulimie-là. Et cette boulimie le fait rêver. Et il se croit peut-être déjà dans l'imaginaire qu'il pourra gagner une élection présidentielle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons un programme politique, d'ailleurs, le meilleur. Je mets quiconque à défi. Même le RDPC n'a pas un meilleur programme politique comme l'UNDP. L'UNDP a le meilleur programme politique chiffré et détaillé. Ce programme politique qui amènera le Cameroun à la destination d'une émergence à l'horizon 2032. Ça veut dire 2032. Oui.
nous avons un programme bien détaillé. Déjà, le président Bello Bouba Maïgari a souligné 10 premiers points ou bien 6 premiers points. C'est vrai qu'il vous reste 48 secondes pour ce premier tour. Pour ce premier tour. Il a axé son champ d'action sur 6 grands points. Il va commencer par la réconciliation nationale qui sera axée sur 2 points. Le premier point, c'est la résolution définitive de la crise anglophone. Alors, Roméo Sarah, permettez que je... Non, je ne vous permets pas. Le temps de parole sur ce plateau est bien reparti. Okay. Il ne faudrait pas que on ait l'impression qu'il y ait des entités qui sont lésées. C'est 7 minutes. Vous avez pu le constater à chaque intervenant. Je me tourne vers le représentant du candidat Issa Chiroma Bakari sur ce plateau. Alors, à écouter les uns et les autres, le candidat qui est le vôtre jouit d'une certaine expérience des dossiers de la République. Il a été notamment ministre à plusieurs reprises dans de nombreux gouvernements. Est-ce que c'est cette expérience-là qu'il envisage mettre au service de la République si, bien évidemment, les Camerounais lui font confiance le 12 octobre? Est-ce que c'est cette expérience-là qui parfois a été ponctuée, il faut le reconnaître aussi, d'événements quelque peu pas très bien pour la vie politique du pays? Stéphane Baga, je voudrais faire observer au peuple camerounais, parce que moi je ne m'adresse pas à vous. Allez-y. Je m'adresse au peuple camerounais qu'il prenne acte qu'il y a le parti qu'on appelle l'UNDP, son candidat, qui se bat pour être deuxième. Le Cameroun a le choix entre voter un homme qui veut changer les choses en battant Paul Biya, le 12, et un autre qui vous dit, moi Paul Biya est président, je veux être son deuxième. C'est pour ça qu'il ne tire que sur ceux qui veulent être à la place de Paul Biya. Parlez de votre candidat. S'il vous plaît, monsieur Salah, s'il vous plaît, vous n'avez pas été interrompu. Vous n'avez pas été interrompu. Je voulais également dire que parler c'est bien, mais écouter est un art. Il faut être un gentleman. Moi, j'ai écouté ça en me disant que ce n'est pas ça mon dada. Mais 6 minutes ne vont pas être perdues pour parler de l'UNDP. C'est rien du tout. Tout le monde a vu l'UNDP. Il veut être deuxième. Il l'a dit sur le plateau. Maintenant, le problème d'expérience, je vous ai dit au départ que l'expérience, c'est un ensemble d'acquis. Il y a des gens qui n'ont connu que le bien dans leur vie. Ils ont l'expérience du bien. Pour diriger ce pays aujourd'hui, il faut avoir connu toutes les expériences. Oui. Première chose, la souffrance. Deuxième chose, le bien-être. Et après, le partage. La seule personne parmi les 12 candidats qui a connu une prison injuste, c'est le président Chiroma. Je dis injuste pourquoi? Parce qu'en réalité, lors du 6 avril 1984, en avril, blanchi en août de la même année, il passera quand même 6 ans dans les geôles des prisons camerounaises. C'est pour ça qu'elle est injuste. Parce que lorsque le tribunal vous a blanchi, il n'y a plus de raison que vous restiez en prison. Cette expérience a de la souffrance. Il a. Il n'y a pas un autre parmi les 12 qu'il est. La deuxième chose, il a bénéficié du pardon. C'est-à-dire que je suis réhabilité, je suis amnistié, je me mets au service de mon peuple. Parce que j'estime que ce n'est pas absolument avec moi comme président que le Cameroun doit avancer. Oui. J'entre au gouvernement, je fais ce qu'il m'est demandé de faire. Je rappelle que la Constitution réserve à un seul homme, le président de la République, la définition de la position des politiques publiques. Les membres du gouvernement la mettent en œuvre, il n'est pas question de changer. C'est l'humilité, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais se dire, quant à faire, il vaut mieux que, au lieu de laisser le Cameroun mourir, j'apporte ma petite pierre à l'édification. C'est vrai que le candidat Chiroma insiste beaucoup sur cet aspect-là, qu'en tant que membre du gouvernement, il l'exécute. C'est la vérité. C'est pas lui qui insiste, moi je ne suis même pas au courant qu'il l'a dit. Il le dit. Tant mieux, mais je vous dis, c'est ça la Constitution. C'est un homme qui définit et qui élabore la politique publique. Le gouvernement met en œuvre sur la coordination du premier ministre du gouvernement. C'est ça le problème. Il l'a fait, c'est un signe, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai souffert de la prison, mais malgré ça, le Cameroun doit avancer. Je me mets au service de mon pays, je l'ai fait. C'est la deuxième expérience. La troisième, c'est la patience. De regarder le pays aller mal. De dire non, c'est pas bon, on peut faire mieux. Il a cette expérience de patience. La troisième, c'est la révolte intérieure. De dire, même s'il me reste un brin de sagesse, un brin de force, je le mets à nouveau au service de mon peuple. C'est le cas actuellement? C'est le cas actuellement. Mais il a notre expérience de savoir dire, j'ai appartenu à un système qui a mené le Cameroun à ce niveau qui n'est pas bon. Je m'en excuse.
Je pensais qu'on pouvait faire mieux. Je m'en excuse. L'expérience du pardon à demander et demander au peuple, il n'y a pas beaucoup qui l'ont. Il y en a qui vous disent tout ce qu'ils ont fait est bon. Tout ce qu'ils ont fait est bon. Et ce n'est que bon. Voilà, je vous ai cité un nombre d'expériences, d'acquis en termes d'expérience, dont le candidat Thirouma bénéficie et pour lequel, je pense, à mon avis, que lorsque vous avez un homme qui ne peut pas vous dire combien coûte un litre de pétrole, qui peut vous dire comment on entre en prison, dans une certaine prison, parce qu'il n'y allé ni par passer la économie pour rendre visite à quelqu'un. Lorsque vous avez des hommes qui n'ont connu que du bien toute leur vie, ils ne savent pas comment le peuple souffre. Je suis désolé, les gens vous disent ici, il y a un ministre qui a dit qu'on peut vivre 60 000. En fait, il ne sait même pas ce que veut dire 60 000. Les gens l'ont dit. Donc, l'expérience de la souffrance permet qu'on s'élève à un moment donné. Et c'est ça, dont le président Thirouma veut mettre à la fin du peuple camerounais. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est que les gens doivent s'occuper d'autre chose. Stéphane Barga, lorsque nous sommes là et que le conseil est clair, le conseil est fait à la fois par Kavaye Guédibé, par le président de la République Paul Biya, qui vous dit que le Cameroun va très mal. Et qui ont fixé les conditions, j'ai entendu parler des projets structurants ici. Il ne faut pas seulement inaugurer, il ne faut pas seulement poser les premières pierres, il faut inaugurer et avoir un rendu. Oui. Donnez-moi un seul projet qui a abouti, qui produit quelque chose de sérieux, un seul. Je rappelle que dans le DSE, on avait dit des choses, mais quittons. Aujourd'hui, dans le CND 30, on vous dit, pour que le Cameroun soit émergent en 2035, il faut qu'on arrive entre le croissance au moins 8,5%. Nous sommes en 2025. Quelle que soit la mathématique que vous faites économique, il n'est pas possible, en l'état actuel, d'un endettement, j'ai entendu qu'on a épargné, parce qu'on a épargné, on peut faire respirer. Nous avons 13 000 milliards de dettes extérieures. Nous avons pratiquement le même nombre de dettes intérieures. Les entreprises quand même sont mortes. Vous avez épargné quoi? Pour faire respirer les gens. Vous n'avez rien épargné. Vous ne pouvez faire que l'espérance divine. C'est ça la vérité. Et enfin, il se dit que par un coup de baguette magique, rappelez-vous Stéphane Barga, lorsque l'inflation battait son plein ici, tout le gouvernement allait prier en volie. Au lieu d'appeler les techniciens pour réfléchir, ils sont allés à la prière en volie. C'est la même chose, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Donc, la vérité aujourd'hui, le Cameroun n'a pas de quoi faire espérer les gens. Parce qu'on espère, parce qu'on a bâti quelque chose. Je rappelle que je prends un projet phare. Parce que le président, alors, je crois que le 31 décembre, il disait que ce septennat qu'il veut encore avoir serait basé sur l'exploitation minière. Leur industrialisation, Stéphane Barga. Lorsque vous regardez en 92, quand on a conçu le projet à un porteur de port de Kribi, oui. Il aurait fallu assez d'énergie, assez de routes, la voie ferrée, avant de construire même le port. Mais nous avons construit le port parce qu'il fallait passer les marchés, que chacun récupère sa part. Comment allez-vous, dans quel pays au monde on transfère les minerais par camion? Dans quel pays au monde? Vous n'avez pas de voie ferrée. Vous faites comment? Le fer de Mbalamba arrive comment à Kribi pour être transformé? Par la route? Par quoi? Je prends notre cas. On vient de faire un cadeau au département Nyon qui donne ceux originaires. L'école polytechnique de Yaoundé, désormais un site à Ezeka. Une école polytechnique n'a comme instrument de départ que les salles de classe et les bancs, point, et les enseignants. C'est ça l'expérience. Je vous dis au départ que lorsque vous n'avez pas bâti, nous sommes sur un taux de croissance qui va entre 3,8% et 4% aujourd'hui. Dixit pour bien lui-même. Comment pouvons-nous être émergents? Nous sommes l'un des pays, ce n'est pas l'Institut PPT, lorsque vous avez 13 milliards de dettes, 13 milliards de dollars de dettes, 13 milliards de dettes, que vous avez tué toutes les entreprises locales, que les étudiants les morts, que vous n'avez pas de route pour être compétitif, que pour qu'un camion parte de Douala, il faut faire 7 heures de temps au moins. Pour qu'un véhicule personnel sorte de Douala, il faut faire 3 heures. Comment allez-vous faire pour être émergent? Merci. Aucun moyen. Merci. C'est ça l'expérience. Je finis par là en vous disant que l'expérience à l'heure actuelle nous a servi à nous mettre là où nous sommes. Donnons la chance à d'autres hommes qui ont d'autres expériences. Merci, monsieur le représentant du candidat Issa Thirouma Bakary. Je me tourne vers justement le RDPC, dont la voix est portée en ces lieux par monsieur Benoît Feudjeu. Alors, beaucoup, justement, monsieur Feudjeu, sont ravis de l'expérience qui est celle de votre candidat, mais craignent aussi peut-être qu'elle soit compromise par un peu trop d'assurance. Vous êtes tellement sûr de vous, vous l'avez d'ailleurs dit, vous êtes les seuls capables au Cameroun à faire un meeting dans 360 communes. Vous le dites avec beaucoup de fierté, mais est-ce que ce n'est pas cette trop grande assurance-là qui peut-être pourrait vous être défavorable
alors que l'on sait justement que les Camerounais se posent des questions quant aux orientations stratégiques telles que définies et présentées par le président Paul Biya lui-même de notre pays. Est-ce que ce n'est pas cette expérience qui est adossée à une grande assurance qui peut peut-être vous être préjudiciable alors que l'on s'avance vers le 12 octobre? Non, je crois que expérience, dans tous les cas, serait différente de l'assurance, parce que l'assurance de quelqu'un expérimenté est l'assurance, n'est-ce pas, d'un opportuniste. L'opportuniste ne se base sur rien. Mais quelqu'un qui est expérimenté, il se base sur ses traces, sur ce qu'il a fait. Oui. Et vous allez constater que sur ce plateau, je ne vais pas m'évertuer à expliquer aller et retour la différence entre l'espoir et l'espérance, qu'on fait tout pour mettre, n'est-ce pas, les gens sur l'esprit que de l'espoir. Alors, je vous dis, l'espérance est dans l'avenir. Ça ne vaut pas la peine de perdre mes minutes là-dessus, mais je pense que non plus également, je ne voudrais même pas m'attaquer au challenger de mon candidat. Bien évidemment, qu'on nous fait pour comprendre que quelqu'un, lorsqu'il a bénéficié de pouvoirs sectoriels pour gérer les départements ministériels à qui on a confié se disent être totalement lavés de la gestion de l'État, alors qu'on sait que lorsqu'on parle d'une institution, si c'est dans cet esprit que quelqu'un veut chercher à gérer le Cameroun, j'ai bien peur. Ça veut dire que c'est un monsieur qui croit que le pays se gère par une seule personne, il entrera à gérer le ministère de la communauté, il entrera à gérer 60 ministères. Non! Quelqu'un, je ne voudrais pas qu'on commente dessus. Vous ne verrez jamais un communicant ou un représentant du président Biya en train de décrire ou encore de critiquer la façon que son concurrent a géré le département ministériel qu'il a confié. Alors, parce que j'estime que... Vous êtes au pouvoir, non? Nous sommes au pouvoir. Alors, mais non, on assume, mais je dis, c'est avec regret que je constate quelqu'un qui a fait une trentaine d'années dans le pouvoir, qui dit avoir découvert il n'y a que quelques minutes que les Camerounais souffraient et qui ne se reconnaît pas qu'il avait un pouvoir sectoriel de celui qui gérait le pays, qui ne reconnaît pas. Non, la bonne foi n'est pas seule de venir tromper quand on a vu que vous souffrez. La bonne foi, c'est de venir dire, voilà ce que dans chacun des départements ministériels, qu'on m'a confié, voilà ce que j'ai fait. Et voilà les limites que j'ai eues. Et les limites ne sont pas de venir raconter que c'est parce que je n'étais pas président de la République. Si vous n'avez pas pu dans un département ministériel, vous ne pourrez pas dans 60. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on trompe les Camerounais. Maintenant, je dis, l'assurance, nous ne sommes pas rassurants. La preuve en est que nous préparons l'élection depuis le jour de la proclamation d'une élection. Oui. Et vous connaissez que le RDPC prépare cette élection correctement. Mais cependant, ceux qui sont appelés à faire n'importe quoi, j'ai également aimé quand quelqu'un a rappelé que c'est notre candidat qui dénonçait par moment le NEPSI, qui dénonçait un certain nombre de mots. Alors, et comment vous appelez ça? C'est aussi l'honnêteté intellectuelle. Et puis le constat réel, ça veut dire qu'il maîtrise les problèmes du pays. Il ne s'enferme pas dans le bureau feutré et gère seulement la République. Lui-même, il est au cœur et il détecte ce qui ne va pas. Qui mieux que quelqu'un qui détecte et qui connaît mieux la mentalité d'un pays? Et c'est pour ça que j'ai parlé de la diversité tout à l'heure. Oui. Qui mieux que quelqu'un qui maîtrise correctement les rouages, que ce soit, je l'ai dit tantôt, de l'administration ou de la gestion de l'ensemble de l'État, pour tenir l'État, que j'ai dit que je n'aime pas les grands mots, que quelqu'un qui pense qu'il peut venir apprendre au crépuscule d'une vie politique. C'est là qu'il faut venir apprendre à gérer l'État. Je dis non. Le président Paul Biya, lorsqu'il place son mandat, vous voyez tout dans sa profession de foi. Oui. Il énumère les solutions sur tous les sujets qui nous contrarie en ce moment. Et parmi lesquels, le problème qui frise un peu, qui touche l'unité nationale, notamment les crises des régions anglophones. Il a entrepris et il vous redit et il insiste de manière claire comment est-ce qu'il pourrait faire pour continuer à rechercher la paix dans les 10 régions. Non, différent de ceux qui vous disent qu'ils tourneront une baguette magique
et que la crise va s'arrêter. Il vous dit, ok, nous traversons des moments difficiles de notre économie nationale. Mais cependant, bien qu'on ait critiqué, peut-être, comme quelqu'un l'a critiqué, il ne s'agit pas d'inaugurer les infrastructures pour pouvoir les utiliser. Je voudrais quand même qu'on soit de bonne foi pour voir un peu l'allure que le Cameroun a pris en termes d'infrastructures, que ce soit dans la modernisation d'infrastructures. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur la qualité de nos ports, que ce soit, n'est-ce pas, les nouveaux ports créés. On ne peut pas venir sur la qualité de certaines infrastructures, que ce soit éducatives et sanitaires, ou même, si je reviens même sur les barrages en question, il faut être de mauvaise foi pour dire aujourd'hui que ces barrages-là n'ont servi à rien ou ne servent à rien et ou n'envisagent pas un avenir meilleur. Donc, moi je dis, il ne surfe pas dans le vide. Il n'est pas dans l'esprit de venir vous dire, laissez, je vais changer vos conditions de vie. Il dit, les jeunes, vous avez des rêves. Oui. Et je veux financer ces rêves. Vous avez des rêves, vous voulez avoir un emploi. Oui. Pendant longtemps, nous nous sommes préparés et nous sommes en train de créer des emplois. Et dans la meilleure préparation, nous avons donné les possibilités à chaque jeune de se former. Nous multiplions, nous rendons, nous avons créé des écoles de formation que la scolarité était 500 000, qu'on a ramené à 50 000 francs, les écoles de formation. Nous avons, je ne voudrais pas rentrer dans la professionnalisation des enseignements, pour dire, nous l'avons fait pour vous permettre d'obtenir un emploi. Les femmes, nous vous créons des conditions ainsi. On va sur des choses pratiques, mais on n'est pas dans, comme on a dit, dans l'imaginaire. On va dans ce qu'on va réaliser parce qu'on a déjà essayé et connaître toutes les difficultés. Merci, merci Monsieur Benoît Fedje. On va dire à nos millions de téléspectateurs qui réagissent sur nos différentes plateformes que justement leur contribution n'est pas ignorée. Nous saluons particulièrement Monsieur Symphorien Bidjima qui nous a fait un long message qui mettait en avant justement ce rapport entre l'expérience et la vie d'une femme dans un foyer. Bonsoir à vous Symphorien Bidjima. On va saluer notre téléspectateur Kouedji Hüttner du côté de la Côte d'Ivoire qui fait un comparatif lui aussi entre justement cette vision du Cameroun et le pays dans lequel il réside, la diaspora camerounaise, celle de Côte d'Ivoire qui s'exprime aussi. Alors je vais me tourner vers vous, monsieur le représentant de l'UNDP sur le plateau, qui dit expérience, parle aussi des bilans. Justement, beaucoup de Camerounais, lorsque vous allez à leur rencontre, pointent du doigt, questionnent les bilans de ces acteurs ténor de la classe politique camerounaise. Est-ce que justement le candidat qui est le vôtre, le président Belobouba, le ministre d'État Belobouba Maïgari, est-ce qu'il assume d'ailleurs le bilan qui est le sien à la tête des départements ministériels dont il a eu la charge, et que propose-t-il pour changer véritablement le module une fois que lui, il se positionne comme candidat et victorieux le 12 octobre prochain? Très bien. Merci une fois de plus. Je voudrais déjà rappeler à l'ensemble des électeurs et électrices du Cameroun que l'UNDP a ses communicants. Et les communicants de l'UNDP communiquent pour l'UNDP et pour son candidat. L'UNDP est à cette élection pour la gagner et pour être premier. Quand on gagne une élection, on n'est pas, je ne sais pas quoi, on est premier. On est premier. Et c'est ce que je voulais rappeler à tous les Camerounais. Quitte à ceux qui font de la désinformation et qui peuvent raconter du n'importe quoi, ça ne concerne pas l'UNDP. Alors, pour revenir à votre question, nous sommes à une élection présidentielle. Oui. Et à une élection présidentielle, on n'est pas là pour présenter un bilan gouvernemental. Nous sommes là pour proposer un programme politique. Le programme politique que nous proposons est celui-là qui va améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et c'est ça qui intéresse les Camerounais. Les Camerounais sérieux savent que, présentement, ils ont des difficultés dans tous les domaines d'activité sur l'étendue du territoire national et également à l'extérieur. L'UNDP, ayant donc compris ces besoins fondamentaux de la nation, a décidé d'apporter des éléments de réponse à court, à moyen et à long terme pour que notre pays sorte de la boue
ou alors sortent de l'impasse dans lequel ils se trouvent actuellement, ou du sable mouvant. Vous savez, quand vous êtes dans un sable mouvant, vous ne savez même pas si vous pouvez être extirpé de là. Avec donc le programme de l'UNDP, nous avons, comme j'ai voulu le dire au départ, la réconciliation nationale divisée en deux pans. Le premier pan, c'est la résolution de la crise anglophone. Oui. Beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont à la course, ils ont contribué à la maintenance, à la perdurance de cette crise anglophone. Aujourd'hui, conscients de leurs actes qu'ils ont posés, veulent venir faire la politique de l'autruche en présentant des pseudo-excuses. À qui? De qui se moque-t-on? Il faudrait qu'on soit sérieux un tout petit peu. L'UNDP propose donc la résolution de cette crise anglophone et qui va donner la latitude à tous les Camerounais de décider, et cette résolution sera, il n'y aura pas de mot tabou. Toutes les hypothèses seront acceptées et les Camerounais vont décider ouvertement de la forme de l'État. L'UNDP va organiser un véritable dialogue où il n'y aura pas de questions taboues, parce que l'un de nos cadres à l'UNDP a fait partie de la commission du dialogue national qu'on avait organisé. Vous-même, vous le savez, les Camerounais sont témoins du résultat de ce dialogue national aujourd'hui. Quel est le résultat? Les Camerounais sont devant nous et ils peuvent en juger du résultat. Non, on demande l'avis des Camerounais, la crise anglophone a déjà fait presque 10 ans. Et cette crise qui ne fait que perdurer, les Camerounais peuvent conclure que le résultat n'a pas été celui-là qu'on espérait. L'UNDP propose donc la résolution de cette crise. Immédiatement, les 6 premiers mois oui, de gouvernance du président Bello Bouba Maïgari seront consacrés à la résolution de cette crise. Nous prenons les Camerounais à témoin. Une fois élus le 12 octobre, donc dimanche prochain, si en 6 mois, nous n'avons pas résolu cette crise, alors là, vous allez peut-être nous comparer avec certains autres candidats qui sont spécialistes en imposture. Deuxièmement, nous avons beaucoup parlé de ça. La réconciliation avec notre nation et nos héros. Nous allons ramener et réhabiliter l'ancien président, le président Amadou Ahidjo, oui, qui est l'un des pères fondateurs, qui ont tout donné pour cette nation, qui nous ont légué l'héritage qui aujourd'hui est en voie de disparition. Nous allons également réhabiliter d'autres héros nationaux qui sont oubliés aujourd'hui. Pour ce qui est du cas du président Amadou Ahidjo, certains qui ont les enfants du président Amadou Ahidjo sont ici au Cameroun, ils ne les ont jamais agressés, ne serait-ce que les condoléances. Parce qu'il y a une élection présidentielle, tout le monde veut ramener le reste du président Ahidjo. Nous, à l'UNDP, nous sommes avec les enfants du président Amadou Ahidjo. Nous l'agressons, nos condoléances depuis la nuit des temps. Et nous les accompagnons chaque jour. Comment est-ce que des gens peuvent surgir de nulle part, qui sont même incapables de saluer, ne serait-ce que ceux-là que le président Ahidjo a laissé, ou leur rendre une simple visite de courtoisie, veulent directement prétendre aller honorer la mémoire. Ça, c'est la moquerie du siècle. Nous ne pouvons pas admettre ça et les Camerounais ne sont pas dupes. Troisième position. En 1 minute, puisque c'est le temps qui vous reste. Bon, je vais le développer dans ma prochaine prise de parole. L'UNDP compte injecter 60 000 milliards pour la réforme économique et sociale de notre nation. Ce qui va permettre à notre pays de connaître une croissance à l'horizon 2032, comme je l'ai dit ici, dès le départ. Nous avons aussi la réforme institutionnelle. Nous allons ramener le mandat
à 5 ans renouvelables une seule fois. Il y a également... Merci. La modernisation. Non. On en est assez pointilleux sur justement le temps de parole. Il faudrait justement que chaque formation ait exactement le même temps de parole. Donc on va vous dire merci pour avoir stoppé à ce niveau. On va prendre un léger break, revenir lorsqu'il sera 18 h pour continuer justement nos échanges. À tout de suite. Retour sur le plateau de Écho de la campagne. Nous sommes toujours là pour explorer les méandres d'une expérience qui serait un atout ou alors un inconvénient. Nous sommes en compagnie de formations politiques qui, elles, ont fait le choix de venir en cette estrade présenter le projet de société qui est celui de leur candidat. Le RDPC répond présent, le FSNC aussi. L'UNDP est dans les starting blocks pour justement présenter l'expérience qui est celle du président Paul Biya ou alors du candidat Bello Bouba Maïgari. Le candidat Issa Chiroma aussi est de la partie. Et je vais donc me tourner vers le représentant du candidat Issa Chiroma sur le plateau. Peut-on justement penser que Issa Chiroma, vous l'avez dit, qui connaît la difficulté, qui connaît justement le bien, puisqu'il a fait un certain nombre d'années au gouvernement, qui connaît aussi une posture, la déviance, parce que justement aujourd'hui, il combat ses alliés d'hier. Est-ce qu'on peut penser que c'est la somme de ces expériences-là qui peuvent l'amener à changer le paradigme et conduire le Cameroun vers ce jardin d'Éden tant souhaité par les électeurs? Stéphane Bagassi n'était pas venu défendre le candidat Chiroma, je vous aurais dit c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'expérience est un ensemble d'acquis qui ont produit quelque chose. Hein. Je vais revenir sur des belles paroles, l'unité intellectuelle de Mme Fedieu, qui représente le candidat Biya. Ils se sont vantés de l'ensemble de la formation professionnelle tout à l'heure, comme étant des acquis de Paul Biya. C'est vrai. Mais il y avait des représentants sectoriels là-bas. Ça veut dire qu'au-delà du marasme, ils se vantent quand même de ce que Issa Chiroma a fait dans ce ministère qui gérait la formation professionnelle. Il a dit lui-même. Je lui tire un coup de chapeau pour ça. Il a été honnête parce que c'est ce qu'on demande aux gens. Mais lorsque je dis également... On vient de reconnaître les bienfaits du passage du président Chiroma au ministère de la formation professionnelle. Absolument, il a reconnu. Parce que j'ai entendu ici qu'il ne reconnaissait rien. C'est que non, je vous ai dit, le président Chiroma vous dit, nous, la communication est le porte-parole du gouvernement. Quand vous regardez la structure, lorsque le porte-parole du gouvernement parle, s'il parle de la santé, il a le patron de la santé à côté. Il dit exactement ce que la santé lui dit. Mais rendu à un ministère sectoriel un peu plus souverain, comme la formation professionnelle, M. Fedieu vous a dit tout à l'heure qu'il se vante de son bilan là-bas. Il ne dit donc pas qu'on ne peut rien faire comme ministre. On peut faire. Mais il reste à reconnaître que la politique qu'on met en œuvre est élaborée par le chef de l'État. Vous pouvez mettre un versant un peu sans corruption ou pas. Mais la politique que vous menez, c'est un problème de l'honnêteté. Hein? Oui. C'est notre président Chiroma qui a défini la politique de l'enseignement professionnel. Il faut le reconnaître. Mais il l'a mis en œuvre avec un allant personnel. C'est ça le problème. Je rappelle que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les dossiers de corruption. Je le rappelle. Je le rappelle, il faut le dire clairement. On le dit avec emphase. On ne vous dira pas que dans cette formation, on a recruté un enfant qui a donné des pots de vin. Il y veillait. Oui. Il y veillait. On l'a vu dans le combat contre les travailleurs expatriés. Absolument, vous l'avez vu. Il y veillait. Il faut le reconnaître. Maintenant, je dis encore, l'expérience est une très bonne chose. Mais il faut que ça puisse... Je prends un exemple. Lorsqu'on accuse des gens à coup de détournement de milliards, Covid Gate, Can Gate et autres gates, tous les gates là, y compris là où les gens ont reconnu, Glencore, que nous avons fraudé, nous avons corrompu les gens. Et qu'un homme d'expérience n'arrive pas à lever le petit doigt pour sanctionner quelqu'un, on commence à se dire, et ce n'est pas tenu. Parce que lorsque parce que le président a réuni quand même un ensemble d'acquis, hein, le fait qu'il ait passé 62 ans, 63 ans au service de la nation du Cameroun, doit lui être reconnu. Mais on se pose la question. Qu'est-ce qui ne marche pas de manière que, connaissant tous les dossiers, vous ne faites rien. Je rappelle qu'en 1975, pour devenir Premier ministre, il y a de ceux qui géraient la crise anglophone. Non, oui. le premier anglophone qui n'était pas encore devenu la crise. D'où vient-il que devenu chef de l'État?
qu'on passe 9 ans, depuis 2016, sans y apporter une véritable solution. Et pire encore, qu'on y engloutisse l'argent, dans un dialogue national qui est vicié d'avance. C'est-à-dire qu'on fabrique des ambazoniens qu'on nous brandit. Tout le monde le sait. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je le sais. Je prends mon propre cas. Ouais. Dans le Niayekele, pour désigner ceux qui venaient au grand dialogue national, le préfet, pour donner son nom, a choisi, devant nous tous. Vous savez bien que dans le même dialogue national qui prétend aujourd'hui régler la crise anglophone, je sais pas moi, en 6 mois ou en 2 mois, nous avons vécu des choses extraordinaires. Où on vous dit, on parle de telle chose et pas telle autre. Où le dialogue national est réduit aux recommandations. Oui. Voilà le problème. C'est-à-dire, le Cameroun se réunit pour régler un problème et tout ce qui est émis est transformé en recommandation. Recommandation veut dire que passe au tamis du gouvernement. Résultat des courses, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Il y a quand même un ensemble de mesures qui sont implémentées. Écoute, je n'ai pas dit que je n'ai implémenté, mais je vous dis que c'est des recommandations. Les recommandations sont à prendre ou non. Les résolutions, on les applique. C'est ça le principe. C'est-à-dire, lorsqu'on réunit un dialogue national, je vous dis, lorsque je serai élu président de la République, comme je le serai bientôt le 12 octobre, le dialogue national sera vrai et il prendra des décisions. Il n'est pas question que le peuple, celui à travers ses représentants, et le peuple soumette au gouvernement, non. Le peuple souverain, le peuple au pouvoir, quand le peuple a décidé, il n'y a personne. Alors, c'est la différence. Hein? C'est une chance de vous avoir, monsieur le représentant du candidat Chiroma. Oui. Peut-être, je ne vais pas orienter votre propos, puisque le temps de parole vous appartient, mais vous avez l'opportunité, peut-être, d'éclaircir l'opinion sur une polémique qui voudrait mettre en avant un rapport, je veux le dire, en tant que citoyen camerounais, incestueux entre le candidat Chiroma et justement les leaders sécessionnistes qualifié d'ambazonien. Quelle est véritablement la proximité, s'il y en a ou il n'y en a pas, entre le candidat Chiroma qui souhaite véritablement être président et ces leaders ambazoniens qui, eux, sèment le chaos dans notre pays? Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, en 1955, on avait été traité comme un maquisard. On a été traité comme un maquisard. Le respect qu'on doit à chaque Camerounais, lorsqu'il pose un acte, il demander pourquoi tu poses cet acte. Ce n'est pas le qualifier avant de lui avoir posé la question. Le problème anglophone date d'il y a très longtemps. Il date d'avant 61. Oumyobé s'est battu toute sa vie pour que le Cameroun soit d'abord réunifié avant d'aller à l'indépendance. Parce qu'il savait que le colon nous avait divisés. Comment peut-on traiter ses frères que le colon a mis contre vous? Des terroristes au départ. Les terroristes sont connus, sont en prison. Il y en a qui sont en prison, des terroristes. Mais il y a bien des gens qui ont la branche politique de ce dossier, qui vous disent, nous ne sommes pas contents parce que, c'est ces gens-là qui méritent d'être écoutés. Et ceux-là, le président Chiroma est disposé à les écouter. Sans contrainte, sans filtre. Ça veut dire, vous venez ici, vous n'êtes pas d'accord avec la République du Cameroun, pourquoi vous parlez? Ce n'est pas que dès que vous n'êtes pas d'accord, on vous met en prison. Voilà la différence. Merci. Ça ne veut pas dire que nous sommes avec des terroristes. Ceux qui ont des crimes, il a dit, seront libérés tous ceux qui n'ont pas le sang des Camerounais entre leurs mains. Vous ne pouvez pas... Je pose une question. Comment pouvez-vous discuter la souveraineté de votre région ou de votre pays et en même temps tuer les enfants de ce pays? Il ne s'agit pas de cela. Les terroristes qui tuent, qui empoisonnent, qui rançonnent, ne sont pas dans l'esprit de M. Chiroma. Mais ceux qui ont un discours politique, qui disent « Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à Yaoundé », nous serons avec eux. Merci. Voilà. Merci. Je suppose que mon temps de parole a été... Oui, votre temps de parole a été assez brillamment utilisé, puisque vous permettez d'éclaircir une position polémique qui semblait justement coller à justement l'image de votre candidat. On va dire et saluer avec beaucoup de révérence tous ceux qui nous regardent, puisqu'ils sont nombreux. L'apôtre Pierre Ramsès de Nkwaban, nous avons le docteur Uor Imourine qui nous écrit et regarde depuis le Canada. Je me tourne vers le RDPC. Alors au RDPC aussi, la question justement de l'expérience est une fierté. Vous avez même eu à un moment
slogan, je vais dire, la force de l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, cette force-là est utilisée à bon escient? Est-ce que cette force de l'expérience que vous avez mise en avant il y a quelques temps, est-ce qu'on peut faire, pas le bilan, mais voir les aspects sur lesquels cette force a été mise et où il y a eu des fruits palpables qui peuvent être vus et entendus par les Camerounais? En écoutant tout simplement le précédent orateur, vous-même vous avez la réponse à votre question. Si je m'en tiens, ou encore je me retiens juste sur la crise des régions anglophones avec le dialogue. Oui. Puisque d'entrée de jeu ici, j'ai rappelé sur la profession de foi, n'est-ce pas, le souci, la volonté constante du président Paul Biya à œuvrer pour l'unité du Cameroun. Et pour œuvrer pour cette unité, il faut continuer à chercher les voies et moyens pour suivre le dialogue qui a été entrepris il y a quelques années pour qu'on finisse par pacifier toutes les régions du Cameroun. J'ai commencé par là. Et vous avez vu l'expérience. Je l'ai dit ici que l'expérience porte déjà même dans la maîtrise de la Constitution, oui, dans la subtilité de l'administration. Quand on vous dit que au bout, à la sortie du grand dialogue, les recommandations devront être que les résolutions applicables sans autre forme de procédure. Moi, j'ai dit non. Il y a problème. Recommandation à sa place. Parce qu'à la sortie, lorsqu'on fait des recommandations, à la sortie d'un dialogue, il y a des actes qui sont pris par décret du président de la République. Oui. Et ceux qui ne relèvent pas d'un décret du président de la République, qui sont envoyés à l'Assemblée nationale, d'où les représentants du peuple statuent là-dessus. Ah bon? Et voilà ce qu'on entend par recommandation. On ne peut pas sortir d'un dialogue. On ne peut pas sortir d'un dialogue et appliquer les recommandations d'un dialogue entièrement, sans, n'est-ce pas, d'abord faire l'analyse pour enlever ce qui est dans les pouvoirs, sur les pouvoirs du président de la République. Et avoir des orientations du président de la République qui sont en contradiction. Le président de la République qui est justement choisi par le peuple, qui serait, sur le cas par exemple anglophone, en contradiction avec les orientations de l'Assemblée, qui elle aussi est pour le peuple. C'est compatible, c'est cohérent. Écoutez, je dis ceci. Oui. Écoutez-moi bien. Je vous écoute. Je dis qu'on ne peut pas sortir d'un dialogue. On adopte les résolutions, au lieu de faire des recommandations, on prend les résolutions, comme a dit le précédent orateur, à telle enseigne qu'on arrête tout. Si on dit, ok, telle chose, on fait tout par décret ou bien par une circulaire. Les recommandations nécessitent, n'est-ce pas, le traitement. Il faut de ces recommandations qu'on a prises, on fait des traitements pour voir les actes qui relèvent d'un décret présidentiel et ceux qui vont à l'Assemblée nationale qui nécessitent la décision du peuple qui est représenté à l'Assemblée nationale. Exemple, lorsqu'on sort du grand dialogue, le président de la République crée certaines institutions qu'on ne peut pas rappeler ici, les trucs comme le truc du bilinguisme, la Commission nationale du bilinguisme, ça relève de... Non, il faut le dire, c'est pas que vous direz le Premier ministre. Le président de la République a pris un acte pour libérer un ensemble de prisonniers de la crise anglophone. Oui. Il a pris plusieurs autres actes. Par contre, la loi sur la décentralisation, le président Paul Biya ne peut pas prendre un décret pour créer une loi, messieurs. Ça part à l'Assemblée nationale, bien qu'on y ait fait des recommandations. L'Assemblée, donc maintenant, qui est représentée par le peuple, c'est le peuple en ce moment-là qui vote sa loi avec les recommandations qui viennent du grand dialogue. Alors, une fois que vous avez fait cette précision, oui. Est-ce que, justement, pour vous, au RDPC, puisque l'UNDP propose et n'est pas contre une remise en question ou alors en cause de la forme de l'État, je crois que le FSNC... Ça dépend du peuple. Oui, ça dépend du peuple. Pouvoir. Est-ce que vous, puisque le champion du RDPC l'a plusieurs fois déclaré, que pour lui, il y avait un débat sur tout, mais pas sur la forme de l'État? Et je peux encore vous le rassurer maintenant. Oui. C'est très bien, vous posez la question à un temps qui est donné. Ceux qui jouent avec la République
ce n'est pas Paul Biya, c'est pas le RDPC. Nous partons sur un projet de société qui porte sur l'État unitaire décentralisé. Oui. Il y a ceux qui défendent le fédéralisme. Il y a ceux qui défendent même le fédéralisme communautaire. Bref, donc je voudrais vous dire, ce n'est pas ici que vous allez me poser la question sur la forme de l'État. Dès lors que nous sommes en train, nous partons aux élections avec l'État unitaire décentralisé. Et il y a donc ceux qui ont le projet politique sur le fédéralisme. Je préfère plutôt m'attarder sur la crise anglophone parce que, effectivement, mon candidat a mis un point sur cela. Et j'ai comme impression que les gens veulent balayer en brèche les efforts qui ont déjà été même faits jusqu'ici. Parce qu'on a parlé, on a tenté de critiquer les apports du grand dialogue. Et moi, je vous rappelle que la crise sécessionniste, si on peut la qualifier ainsi, je n'ai pas vu dans un pays au monde où ça s'est arrêté comme par décret, ni présidentiel, ni un décret quelconque. La crise sécessionniste, on la travaille, on essaie de mettre en place une forme de dialogue qui va de manière progressive. Et la progressivité, le résultat dans la progressivité, dans le cas du Cameroun, se reconnaît. Aujourd'hui, on a les écoles qui ont ouvert. Aujourd'hui, on a même mis sur place le plan présidentiel de reconstruction, qu'on a reconstruit des établissements, les écoles, les gens vont à l'école, ils ne partaient pas. Et je ne veux pas venir aujourd'hui pour plaire à l'électorat, dire non, demain on va ouvrir les prisons pour faire sortir tel parce que il y a ceux qui revendiquent les meilleures conditions et ceux qui revendiquent ceux qui sont des terroristes. J'aimerais bien vous poser la question, comment avez-vous déjà identifié ceux qui sont les terroristes et ceux qui revendiquent ceci? Parce que ceux qui revendiquent, ceux qui ont revendication politique se constituent en partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont basés dans la région des anglophones comme dans les régions anglophones comme SDF, comme le CCP. Bon, il y a plusieurs partis politiques. Ça, c'est ceux qui revendiquent de manière, ont une revendication politique. Mais ceux qui ont égorgé Ayafor, ceux qui ont tranché en morceaux Confort, ceux qui ont abattu, égorgé le sous-préfet, c'est ça qui sont vos revendications politiques. Nous disons non. Nous cherchons, au moment où nous essayons déjà d'avoir la paix, il faut faire très attention d'aller réduire les blessures. Merci à vous. Vous nous devez 30 secondes pour le temps qui était prévu pour vous. Je me tourne du côté de l'UNDP. Alors, Monsieur Salah, la question pourrait être rhétorique, mais les grands dossiers de la République qui interpellent les leaders qui vont se présenter devant le peuple, les grands dossiers sont connus. Il y a la crise anglophone qui n'en finit plus de faire réagir. Il y a justement la problématique du chômage jeune. Il y a justement la qualité de vie des Camerounais. Le représentant du candidat Chiroma sur le plateau est revenu sur un ensemble de chiffres qui font peur. La dette qui n'en finit plus d'exploser. Sur ce dossier-là, quelles sont les positions du candidat Belobouba Maïgari, puisque justement, il a ce regard avisé, il a ce regard interne, puisqu'il a été longtemps justement dans le système. Quelles sont ses orientations? Quelle est sa vision? Quelle est sa perception du Cameroun à l'heure où justement nous sommes en compétition dans la sous-région et à l'heure où justement il y a aussi ce timing 2035 lorsque l'on évoque l'émergence du Cameroun? Très bien. Je vais d'abord revenir très rapidement sur la réconciliation nationale et la crise anglophone. Oui. Vous savez, le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a l'impression d'être dans l'oligarchie ou dans la monarchie. Et dans ce type de gouvernement, de gouvernance, on est totalement en déphasage ou alors en contradiction avec la démocratie que normalement devrait prôner notre nation. Le cas du dialogue national, qui a eu des recommandations. À ce niveau, lorsque nous partons pour négocier, pour parler, pour négocier la paix, pour discuter la stabilité, on a des recommandations et des interdits. On ne parle pas de ça. On est déjà parti, on a déjà pris un mauvais départ. Et il est incontestable que les résolutions issues à ce dialogue soient vraiment biaisées. Nous, à l'UNDP, nous
promettons aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont d'ailleurs mes beaux-frères. Oui, parce que moi, ils sont mes beaux-frères et ils sont mes frères. Non, on ne parle pas de vous, on parle de Donc je parle, je dois le rappeler parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent l'estime et l'honnêteté avec laquelle je suis en train de parler. Oui. L'UNDP va donc admettre que toutes les questions soient débattues. Avec qui? Avec les leaders de toute la nation camerounaise en exclusivité, nos frères du nord-ouest et du sud-est. À ce niveau, je vous arrête un moment pour que il n'y ait pas de confusion dans le déroulé et justement l'argumentaire qui est le vôtre. Comment est-ce que vous, à l'UNDP, vous ferez le tri entre ceux-là qui, justement, ont du sang sur les mains, qui ont ôté la vie à des citoyens camerounais, et ceux-là qui ont un versant politique et qui veulent justement revendiquer un ensemble d'erreurs dans l'histoire politique de notre pays? Comment est-ce que vous faites la clarification claire et précise pour que des malfaiteurs et des assassins ne soient pas assis à la table de l'UNDP en train d'échanger sur les questions vitales de la vie du politique du Cameroun? Ok, je vais d'abord revenir sur mon propos, que je disais que l'UNDP va organiser un véritable dialogue où tous les fils et filles, les pères et mères de notre nation, oui, particulièrement ceux de la région du nord-ouest et du sud-ouest, seront appelés sur la table d'apaisement et de réconciliation où toutes les questions seront débattues sur la table. Aucune question ne sera taboue. Ni la question de la forme de l'État, ni la question de je ne sais pas, toutes les questions seront abordées. Maintenant, nous avons un homme pétri d'expérience, oui, qui est conscient et qui a d'ailleurs décidé de réformer la justice. Vous savez, on ne peut pas prétendre que nous allons directement venir et dire « Allez, hop, tout le monde dehors ». Non. Il y a des compatriotes qui ont été interpellés pour des opinions. Oui. Alors je pense que, quand même avec la magnanimité du candidat Bello, l'on ne pourra pas condamner un citoyen parce qu'il a eu une idée ou il a eu une opinion. Je pense qu'à ce niveau, on pourra dissocier ceux-là qui ont commis des gaffes, et d'ailleurs, cela reviendra de droit au président de la République qui sera élu le 12 octobre prochain, qui, sur le plan constitutionnel, a le pouvoir de gracier les détenus. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos compatriotes qui sont en prison parce qu'ils avaient des opinions contraires à ceux-là qui avaient la manette des choses. On ne pourra pas les maintenir en prison pour cela. Oui. Ça veut dire, si on maintient des gens parce qu'ils ont eu une opinion, parce qu'ils ont eu une idée, cela va en contradiction avec notre démocratie, avec ce que nous voulons bâtir, avec ce que nos pères fondateurs ont combattu. C'est cette liberté de penser, c'est cette liberté d'opinion qui fait de nous un état de droit. Et l'UNDP va donc restituer ce droit au peuple camerounais lorsqu'il sera élu le 12 octobre prochain. Je pense également que les jeunes qui sont majoritaires ici au Cameroun, avec la réforme des institutions, l'âge de participer, l'âge électoral au Cameroun est de 20 ans. Ce qui est un peu une arnaque. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes aujourd'hui de 17 ans qui sont des bacheliers, de 16 ans. Oui. Et à 16 ans ou à 17 ans, lorsqu'on a un bac, on est appelé à cogiter. On peut penser la République. Et l'UNDP pense donc que l'âge électoral doit être ramené à 18 ans. Pour que chaque citoyen camerounais âgé de 18 ans ait la latitude de s'exprimer valablement pour choisir
les élus ou alors le président qui lui convient. À ce niveau, je pense que les Camerounais se sentiront encore beaucoup plus attirés par la chose politique qui est la clé, contrairement à d'autres qui ont pensé que l'école était aux écoliers et que la politique était aux politiciens. Ce qui était un danger. Je pense que normalement, moi, je parle en tant que citoyen maintenant, je demanderais à ceux-là qui l'ont dit de retirer parce que nous allons à l'école pour acquérir des connaissances et les mettre en exergue à travers les politiques publiques qui sont mises en place par les leaders politiques qui ont la responsabilité de gouverner les populations. Oui. Et si nous ne le faisons pas, l'école nous aurait servi à rien. Parce que on n'a pas besoin d'un master ou d'un doctorat pour être conseiller municipal, conseiller régional, député, sénateur. Et ce sont ceux-là qui tiennent les manettes des destinées des Camerounais. Alors, il y a un autre point que nous, à l'UNDP, nous voulons mettre l'accent. En 1 minute 36, c'est le temps qui vous reste. Les infrastructures, sur tous les plans. Nous avons aujourd'hui les difficultés dans notre pays. Je prends le cas du Septentrion. Pour allier Kousséri-Mokolo de manière aisante, il faut d'abord passer par N'Djamena. Ce qui n'est pas normal dans un pays sérieux. Nous voulons donc que les Camerounais, dans l'immense majorité, sachent que l'UNDP est déterminé à réhabiliter notre système routier afin de permettre aux Camerounais de rallier les régions de manière terrestre avec des véhicules sans toutefois trouver des ombrages sur le terrain. Et pour cela, nous demandons, parce que il y a aussi des candidats qui peuvent se faire pardonner. Il y a des candidats à qui le peuple reproche beaucoup de choses. Mais s'ils se rallient à l'UNDP, j'en interpelle le candidat qui fait beaucoup de bruit, le candidat Issa Chiroma Bakari, a demandé à ses militants de se rallier à l'UNDP. Et il se fera pardonner par le peuple camerounais. Et là, ça sera le véritable pardon. Parce que le président Bello est un homme de bonté incommensurable. Et c'est un homme pétri d'expérience à qui les Camerounais ne reprochent pas grand-chose. Et lorsque le président Bello, le président Bello qui est le président du FSNC, le président Chiroma qui est le président du FSNC, fera cela, il se verra aimé par tous les Camerounais. Qu'il demande à ses militants de voter le candidat Bello Bouba Maïgari qui a déjà une coalition. Vous avez le Maître Akeremouna, vous avez un candidat Ateki Sekta Kastan et une fraction de l'UPC. Je pensais que l'UPC de mon copanéliste pouvait également faire pareil parce que l'UPC qui engorge beaucoup de pères fondateurs de cette république a décidé que l'homme capable de porter notre pays vers ce que tous les Camerounais attendent, c'est Bello Bouba Maïgari. Merci. Alors, lorsque je m'apprête à donner la parole au représentant du FSNC, je vais lui dire que justement, pour le temps qui nous reste, il est désormais possible de sortir de la thématique, il est désormais possible de mettre en avant un accent de votre communication qui n'aurait pas été pris en compte depuis que nous échangeons sur ce plateau. Alors, moi, je m'en refais, le journaliste, aux sollicitations et aux interrogations des Camerounais qui nous regardent. Vous pouvez aller dans ce sens, justement, sur ce que le représentant de l'UNDP dit à mots voilés, cette fameuse idée, cette spéculation d'une coalition entre les candidats Bello Bouba et Issa Chiroma Bakari. Nous avons suivi ici et là qu'il y aurait des tractations. Nous avons suivi votre candidat dire pour sa part qu'il y avait un poids lourd et un poids léger, que justement les Camerounais avaient fait leur choix. Qu'en est-il alors que nous sommes quasiment à moins de 2 jours de l'élection présidentielle au Cameroun? Stéphane Barga, je voudrais marquer ma surprise que quelqu'un qui soutient le président Biya demande à un adversaire du président Biya de rallier sa cause. Je ne comprends pas ça. Si vous suivez la communication de l'UNDP, la preuve tout à l'heure, pour porter critique au régime en place, il a dû parler comme citoyen. Il a dit lui-même,
que là, il parle comme citoyen. Lorsqu'il parle au nom du président Bello, il lui a été de critiquer le régime en place. Comment demander à quelqu'un qui soutient Paul Biya, qui ne le cache pas, lorsqu'il doit critiquer Paul Biya, il doit devenir citoyen, pas représentant de son candidat, et demander à celui qui combat le système en place, pas seulement un homme, mais le système de Rally Sako, ce n'est pas possible. Là, à ce niveau, il faut que ce soit clair. Mais je rappelle, pour ceux qui parlent des pères fondateurs, il faut qu'on revienne dans l'histoire. Qui est Tiroma pour les pères fondateurs? Les gens parlent aujourd'hui. Tiroma est le seul candidat des 12 qui est ancien membre de l'UNEC. L'UNEC qui était à la réalité une branche de l'UPC. L'UPC ne rejoint pas les gens au hasard. Tiroma était un ancien de l'UNEC, l'Union nationale des étudiants camerounais, Cameroun avec K. Vous savez ce que c'est pour les UPCistes? Le K, c'est le Cameroun réunifié. Donc nous n'avons pas rayé Tiroma pour les besoins de la cause, non. C'est parce que nous avons trouvé en lui des rudiments d'une nation révolutionnaire. Il faut que ce soit clairement dit. Maintenant, la différence entre les autres et nous, c'est quoi? Vous avez entendu qu'on va mettre 60 milliards, sans comme on va les prendre. On va faire ça. Il s'agit de refonder d'abord l'État. Stéphane Barga. Oui. Il y a un décret de 47 qui crée l'État français du Cameroun, qui n'a jamais été abrogé. Ce décret a permis que le 27 août 1940, les Camerounais partent défendre la France sur le plan légal. Tant que vous n'aurez pas refondé l'État, tout ce que vous ferez, ce sera du vernis. C'est la différence. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le grand dialogue national qui sera convoqué ne prendra pas de recommandations, parce que vous ne pouvez pas demander aux représentants du peuple de décider en lieu de place du peuple. C'est-à-dire, d'où vient-il que lorsque le peuple a décidé, d'où le peuple au pouvoir a décidé, qu'on vous dise que c'est un décret, c'est une situation gouvernementale. C'est-à-dire que lorsque le peuple a pris des décisions, le gouvernement fait exactement en prenant les rudiments les structures normales. C'est-à-dire que si on ne veut plus qu'il y ait des gens de politique en place, on prend une loi. Pas le contraire. Il faut que ce soit clairement dit. Mais vous ne pouvez pas soumettre l'avis du peuple à l'arbitrage du gouvernement. C'est ça le danger, il faut que ce soit clair. C'est la différence. C'est-à-dire il faut refonder complètement. Je rappelle, j'entends parler de l'économie. Stéphane Barga. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de votre politique budgétaire, vous n'avez pas la maîtrise de votre politique d'échange, vous n'avez pas la maîtrise de votre politique, je vais dire, monétaire, vous ne pouvez... Mettez 120 millions de milliards, ça ne donnera rien. Le Cameroun doit s'approprier de tous ces outils de gestion économique. Ça commence par là, d'où la refondation. Si, ce n'est pas en prenant l'argent à gauche, en mettant la preuve. Si vous comptez le nombre de milliards qui ont été investis sur nos routes, le nombre de milliards qui ont été investis sur nos stades, sur les différents ports, sur les différentes machins, on va se demander, mais cet argent a servi à quoi? Stéphane Barga. Malgré tout, vous, tant que vous ne contrôlez pas votre politique économique, à travers le contrôle de la politique monétaire notamment, vous perdez votre temps. Je rappelle, quelle est cette incongruité où le Cameroun, le franc CFA a été adossé au franc français. Que le franc soit mort et qu'on continue à faire la même chose. Ça vient d'où? Ces incongruités. Nous sommes clairs là-dessus. Le Cameroun va d'abord se refonder en tant qu'État. Oui. C'est-à-dire abroger le décret de 47, de 40, je veux dire, qui crée l'État français du Cameroun. L'abroger. Redevenir nous-mêmes un État souverain. Maintenant, nous approprions nos outils de production intellectuelle. Le système éducatif. Vous savez bien que ici tout est calqué avec quelques nuances près au niveau de la France. Vous le savez. Oui. Tant qu'on n'aura pas revu ça, donc c'est en cela que consiste la refondation. Lorsqu'on aura refondé, c'est-à-dire on aura mis un bâtiment, une nouvelle fondation, on va donc reconstruire le nouveau bâtiment. En ce moment-là, nous aurons la liberté de dire que nous voulons apprendre la géographie européenne ou non. Les programmes nous ont été imposés. Tant que le Cameroun ne va pas exister comme État souverain. Je rappelle que l'indépendance qui nous a été, disons, au prix du sang, mais accordée, étant viciée, n'est pas la souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté, l'indépendance politique sans avoir la souveraineté monétaire. Aucun pays ne s'est développé sans contrôle de sa politique monétaire. Aucun. Je mets au défi, comme ils disent, un seul. Ça n'existe pas. Ça commence par là. Lorsqu'on aura donc tous les instruments de souveraineté, en ce moment-là, nous allons faire un grand dialogue national qui va nous dire où est-ce qu'on va. Parce que le projet sur le sol comme doit être conçu par le peuple. À ce niveau, oui. Justement,
Monsieur Niek, oui. Il y a aussi cette question qui amène à des éclaircies. Oui. L'opinion s'interroge sur le timing exact, puisque le candidat Chiroma propose, ou alors envisage une transition de 3 à 5 ans. Ça crée quelques confusions. Quel est le timing précis et justement sur quels éléments s'axe justement ce souhait de transition du candidat Chiroma? 3 ans, 5 ans en politique, ce n'est pas la même chose de façon précise. Stéphane Barga, oui. Je rappelle qu'en économie, on ne parle pas de point A. On part de A vers C en passant par B. Vous ne pouvez donc pas de façon péremptoire dire que je vais faire une transition de 3 ans. Oui. Mais d'abord, la transition, c'est quoi? Parce qu'il faut commencer par expliquer aux gens ce qu'on entend par transition. C'est le moment où le Cameroun acquiert tous les éléments de sa souveraineté, se remet en cause et crée quelque chose qu'on soumet au peuple. D'où le slogan, le peuple. Tout ce qu'on aura conçu dans nos bureaux, à travers les cabinets, va être soumis au peuple. Cette période ne peut pas durer moins de 3 ou 5 ans. C'est pour ça qu'on se dit, en fonction des inconvénients qu'on peut rencontrer, ça peut se faire en 3 ans, mais maxi en 5 ans. Et la pire des choses que les gens ne disent pas à la meilleure, c'est que le président Chiroma ne sera pas candidat après. Oui. Il est l'homme qui vient remettre le Cameroun sur les fonds baptismaux et s'en va. À ce niveau-là, on ne pourrait pas soupçonner quelqu'un qui manque d'un projet. Non, oui. C'est un engagement. Je vous rappelle que la politique pour nous n'est pas de l'opportunisme. C'est un engagement. Ça veut dire que nous mettons ensemble. On se dit, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Ce n'est pas le ralliement. On se met ensemble. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous mettons un homme devant, pas un parti. Le FLCC pourra avoir notre candidat en 2032, c'est pas moi quand, mais pas Chiroma. Parce qu'il est le sacrifié du peuple camerounais pour refonder la République. C'est un sacrifié. Et personne ne l'a accepté que lui. Lorsqu'on a engagé le débat avec nous, le président Chiroma avec l'UPC, nous lui avons dit, Monsieur le Président, nous pouvons tout faire, mais vous ne pouvez pas à la fois être juge et parti. Vous êtes d'accord, vous accompagnez pour la refondation, mais après vous partez. C'est le seul qui l'a accepté, les autres ont refusé. Maintenant, je voudrais finir en vous disant quelque chose. En 1 minute, puisque c'est le temps qui vous reste. Mais c'est même trop. Vous ne pouvez pas en même temps être, je peux dire, l'instigateur et l'homme qui vient régler les problèmes. J'ai entendu les gens dire ici que Chiroma ne salue pas les gens d'Aïdjo. Je rappelle. Ils n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est la vérité. Chiroma revient au Cameroun à la demande du président Aïdjo. Parce qu'il est l'un de ces... Quand je vous ai dit l'expérience de la belle vie, c'était pas au cadre, bien un ingénieur. C'est-à-dire, les grands ingénieurs qu'on formait à l'époque, oui. Aïdjo estimait que si un Camerounais est ingénieur à cette époque-là, il faut le reprendre au Cameroun. C'est comme ça que le président Aïdjo envoie chez Chiroma un ancien de l'UNEC, un manager de l'UNEC à l'époque, pour qu'il travaille pour son pays. Il l'a accepté. Merci. C'est ça le rôle d'un patriote, le rôle d'un nationaliste, servir son pays en tout temps, quelles que soient par ailleurs les difficultés. Merci, Monsieur Niek. Alors, Monsieur Benoît Feudieu, même exercice, on va vous donner l'opportunité, justement, soit de revenir sur un aspect de la communication qui n'aurait pas été abordé en ces lieux, soit alors, justement, de rester sur les questions d'expérience. Moi, je vous tends une brèche. Votre candidat est annoncé du côté de Monatélé demain. Beaucoup supputaient sur son absence, justement, depuis le déroulé de la campagne, avant qu'il ne fasse la sortie de Marois. Est-ce que vous, en interne, vous êtes satisfait de l'offre qui a été présentée aux Camerounais lors du discours de Marois, ou alors il y aurait quelques ajustements et précisions que vous pourriez faire de façon à ce que le discours du candidat Paul Biya soit mieux intégré par les Camerounais, par millions qui nous regardent ce soir? Il faudrait tout simplement que son discours soit mieux intégré. Et nous avons été satisfaits depuis le dévoilement de sa profession de foi. Et si je prends juste 3 points. Oui. Le président Paul Biya commence le premier point de sa profession de foi, c'est la préservation de la paix, oui, de l'unité. Et là, il y attache du prix. Et dans cette préservation de la paix, il y a la résolution de problèmes de crise des régions anglophones et même autres crises qui portent des velléités. Et je voudrais dire ici que on a tendance, je l'ai dit ici même d'ailleurs, à faire croire que
le Cameroun n'a rien fait, ou encore Paul Biya n'a rien fait, ou il a fait très insuffisant, parce que je vous dis toujours que les autres sont, je ne sais pas qui est plus apôtre de la paix que lui, mais les autres n'ont que les baguettes magiques avec lesquelles ils vont arrêter la crise des régions anglophones. Non, ils ne cherchent même pas à faire le rapprochement avec les revendications réelles, avec ce qui peut s'apparenter comme des revendications sécessionnistes. Ils ne font même pas le rapprochement pour voir est-ce que dans certains pays que eux-mêmes ils ont l'habitude de citer, est-ce que une lutte sécessionniste s'est arrêtée en un jour, en 2 jours? Est-ce que ils sont incapables d'apprécier les avancées notables? Mais Paul Biya, lui, contrairement à d'autres, reconnaît que ici n'est pas encore totalement fait, et j'y attache du prix, parce qu'on ne peut rien faire sans la paix, on ne peut rien faire si notre pays n'est pas uni. Et je vais sauter pour aller sur le 3e point, l'émergence économique. L'émergence économique, où Paul Biya, je touche tous ces points parce qu'on a en quelque sorte touché ça ici. Dans l'émergence économique, il œuvre pour la maîtrise de la dette intérieure et extérieure. Et je vais profiter pour dire, j'ai entendu donner les chiffres de notre dette comme très exorbitants. Oui. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que moi je dis, je suis en une élection présidentielle, je ne suis pas dans les comparaisons avec les pays, mais lorsque vous venez, ne serait-ce que dans la sous-région, nous, notre prix, notre endettement est le moins. Et le moins que les autres. Si vous allez même, vous prenez, parce que j'ai entendu un téléspectateur qui réagit de la Côte d'Ivoire ici, essayez de voir la dette de la Côte d'Ivoire, 24 000 milliards au-dessus de notre dette au Cameroun. Donc, c'est de la dette même en réalité dans un pays. Ça ne se chiffre pas et ça ne s'évalue pas comme ça. C'est plus technique que ça. Ouais, parce que le tout n'est pas de donner des chiffres, c'est de savoir la garantie qui permet d'avoir un tel endettement. Et comment est-ce qu'on l'aborde? C'est de cette façon-là qu'on y travaille. Et donc, dans l'émergence et l'assainissement des finances publiques, il y a donc cette maîtrise qui est prise au sérieux. Il y a, n'est-ce pas, l'encouragement et de la mise sur pied, l'encouragement de création de PME, comme on l'a même commencé aussi bien depuis. Et c'est pour cette raison que, même dans la SCD 30, c'était déjà annoncé. Et le président Paul Biya insiste encore dessus, l'allègement même des taxes pour, de certaines entreprises pour encourager la manufacture locale. Alors, ça c'est des points. Pourquoi je reviens sur cette manufacture locale? C'est parce que en réalité, c'est des éléments très palpables qu'on sait que, en les encourageant, ça, on essaie de surplomber un certain ensemble de difficultés. Lorsque je parlais ici, j'ai parlé de ralentissement économique qui a sévi dans le monde à partir des crises et de la lutte de la crise entre la Russie et l'Ukraine, oui, avec de l'autre côté la Palestine qui a secoué le monde. Ça justifie la situation économique du Cameroun à l'heure actuelle? Non. Non. Attendez. Ça justifie la situation économique. Quand on dit qu'il y a un ralentissement de l'économie dans le monde, le Cameroun n'est pas hors du monde. Oui. Et ça justifie dans tous les cas. Même la crise sanitaire justifie, tout justifie. Mais je voudrais vous dire une chose. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que, avant que les gens ne viennent faire des mathématiques, n'est-ce pas, bâclées, en vous disant, ah non, vous voyez, on a un tel taux de chômage. Et les gens ne mangent pas. Il faut qu'ils vous disent, qu'ils vous donnent des éléments comparatifs. Et c'est pour ça que j'ai parlé des éléments élémentaires et qui probables, dont la probabilité est la même. Mais je ne suis pas en train d'entrer dans ce détail. Moi, je suis en train de dire, oui, nous connaissons, nous voyons tous que notre pays est en difficulté, comme on peut dire l'ensemble des pays du monde. Mais le véritable avantage oui, de l'expérience de notre candidat, c'est qu'il a pris la peine d'analyser, n'est-ce pas, de faire un diagnostic propre, et il ne va pas dans l'esbouf, il ne va pas dans des promesses fallacieuses, il ne va pas dans les incantations du genre, je vais donner 60 milliards ici, je vais donner 500 milliards ici. J'ai l'habitude de dire à nos adversaires qui veulent accéder au pouvoir que l'argent à gérer là-bas, et tout dit, c'est 7 000 milliards.
Oui. Donc tout ce qu'il raconte, on va même casser, on va atteindre le ciel là. Il faut qu'ils sachent que c'est dans 7 000 milliards, dans les petits 7 000 milliards là, qu'ils vont aussi faire ce que Paul Biya a fait. Parce que c'est en ce moment qu'ils vont vous dire, oh non, on ne savait pas que c'était comme ça. C'est dans les 7 000 milliards. Il y a le 9e point de la profession du pouvoir de président Paul Biya, la décentralisation. Oui. Et je crois que moi, j'ai même voulu penser que mon compagnoniste ici, qui fut un maire de la République, devait beaucoup s'appesantir sur les avantages de la décentralisation, même si peut-être dans leur projet de société, ils ont balayé ça, n'est-ce pas, d'un revers la main, peut-être. Mais la décentralisation est un élément catalyseur du développement de notre pays aujourd'hui. Et la raison pour laquelle Paul Biya dit, il insiste veiller à ce qui est, n'est-ce pas, le processus va à son comble, qui est une véritable décentralisation, que les fonds soient transférés, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans cette politique publique locale où les citoyens ont en main la gestion de leur avenir. Merci, monsieur Benoît Feudieu. Il va nous rester très peu de temps, c'est pour cela que chacune des formations représentées en ces lieux aura 2 minutes 50. 2 minutes 50. Oui, on a fait un tour. On va faire un tour et on va justement vous ramener sur le timing. Vous aurez 3 minutes chacun. On va faire un effort avec la réalisation. 3 minutes chacun pour essayer, si c'est possible, de donner une consigne, peut-être une orientation, peut-être un message d'encouragement à tous ceux-là qui vous regardent et qui sont déjà rassemblés pour le 12 octobre prochain. Donc je vais commencer par l'UNDP, votre mot de sortie et peut-être un message à vos militants. On ira du côté du FSNC et on terminera par le RDPC. UNDP, you have the floor. Merci beaucoup, une fois de plus. Je voudrais d'abord, une fois de plus, rappeler à l'ensemble des 8 millions d'électeurs de notre pays qu'il nous reste très peu de temps. Et le peu de temps qui nous reste, c'est le seul et unique temps qu'il faut pour sauver cette nation. Personne ne devait vous faire peur, contrairement à ce qui se dit. L'UNDP se porte garant, avec des éléments factuels. J'ai pour preuve notre programme politique qui est visible sur Internet. Tout le monde peut le consulter, contrairement à d'autres. Dimanche, vous êtes appelés à choisir le destin de votre nation. L'avenir de notre pays est entre les mains du peuple camerounais qui, à l'unanimité, a choisi un homme autour d'une coalition constitutionnelle. Cet homme, c'est Bello Bouba Maïgari. Même les gens du RDPC le savent. Il est pétri pour vous d'expérience. Nous appelons, moi je pense cela sur moi, d'appeler le candidat du FSNC, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakari, qui peut se faire pardonner, parce qu'il y a le temps pour dire l'histoire de notre nation. Il peut se faire pardonner en rappelant à tous ceux-là qui le suivent de voter le 12 octobre pour le candidat Bello Bouba Maïgari. Le peuple camerounais lui accordera un pardon incommensurable et il sera plébiscité par toute une nation pour avoir fait un bon choix. C'est un choix courageux et audacieux. Peut-être c'est impossible, mais je lui dis que c'est faisable. Demander aux militants de voter pour l'UNDP, c'est voter pour le changement. Peuple camerounais, malheureusement, le bulletin de notre parti politique est vert citron. Vous êtes donc appelés à aller dimanche aux urnes. N'ayez pas peur. Ni de nos adversaires également qui sont plus farouches. 30 secondes. N'ayez pas peur du RDPC, n'ayez pas peur du FSNC et de tout le reste. Prenez votre courage et votez pour le changement. L'UNDP, c'est la solution de notre nation. Je vous remercie. Merci à vous, cher monsieur de l'UNDP.
Monsieur le maire Niek, you have the floor. 3 minutes. Stéphane Barga. Oui. Ne peut pas demander un candidat qui soit en osmose avec lui-même. Les gens sont allés s'entendre entre soutien du RDPC. Nous avons bâti une alliance avec le peuple camerounais. C'est visible sur le terrain. C'est ce qui nous a été demandé. D'où vient-il quelqu'un qui est avec le RDPC, qui ne s'en cache pas, demande au candidat du peuple, qui ne veut plus de Paul Biya, de se rallier à eux? Il faut que ça soit terminé. Deuxième chose, les 8 300 000 électeurs ne doivent pas avoir peur. On leur dit tous les jours, tant qu'il n'y aura pas un candidat de l'opposition, ce n'est pas vrai. Il y a au moins 5 millions d'électeurs qui n'ont pas voté depuis tout longtemps. Il faut qu'ils se lèvent. Vous ne pouvez pas demander plus de bien-être. N'ayez pas peur de votre bonheur. Levez-vous tous et allez voter le président Chirouma, comme vous l'accompagnez depuis le début de la campagne. La dernière chose que je dirais, c'est que le bulletin de Chirouma a malheureusement quelques ressemblances avec des bulletins. C'est un bulletin jaune et pas orange. Lorsque les candidats iront à l'urne, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils choisissent le candidat de la vigueur, le candidat de la vérité, le candidat qui connaît le Cameroun, le candidat qui a souffert comme eux, le candidat qui est disposé à réparer les torts qui ont été causés par le système en place. Le candidat qui ne veut pas être deuxième, qui ne challenge pas bien, qui est le candidat du peuple et qui veut régler les problèmes du peuple qu'il a préalablement identifié. Ne vous trompez pas. 12 octobre, levez-vous. Pas d'abstention parce qu'on ne sera pas avec les gens de la RDPC. Venez voter le candidat de votre cœur que vous avez choisi vous-même. Vous l'avez montré à travers les meetings. Venez le faire le 12 octobre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Niek. Monsieur Fodjeu, vous avez 3 minutes pour vous adresser justement aux électeurs du RDPC ou à d'autres qui peuvent encore être dans le doute. Aux électeurs du RDPC et à l'ensemble du peuple camerounais qui ont tant écouté les discours dont je ne voudrais pas rappeler l'instabilité de ces discours. Vous-même, vous pouvez faire une lecture sérieuse de notre pays et vous dire si en ce moment où on est confronté à autant de défis, on peut faire un saut vers l'inconnu. On peut faire un saut vers l'inexpérimenté. Posez-vous la question. Nous avons fait le tour de table ici. Vous-même, vous avez constaté. Et ceux qui axent leur programme politique sur le départ d'un Paul Biya, parce qu'en 3 ans, ils vont changer, ils vont devenir même, ils vont acquérir tous les instruments de souveraineté. Ça veut dire, on vous a même cité la monnaie, tout ça en 3 ans. Je crois que même un enfant de la CIL peut connaître dans quel état on se trouve et si cela est faisable. Donc moi je vous dis, nous avons notre papa, le président Paul Biya, un homme tempéré, expérimenté, et vous voyez la manière par laquelle il gère le Cameroun. Il reste modéré, il n'est pas émotif comme vous entendez ici. Vous entendez tout, on vous proclame seulement, tout se proclame seulement, il n'y a rien qui se construit. Il n'y a rien, on vous dit, et tout ce qu'on peut vous réciter ici, on va vous dire non, nous allons tout faire pour lutter contre le chômage, alors que c'est le chômage sur lequel le président Paul Biya axe son mandat. On va vous dire non, comme vous voyez. Donc pour vous dire tout simplement, j'ai pris aujourd'hui rien que 3 points de la profession de foi de Paul Biya. 1 et la préservation de la paix. 2, le 3e point qui est l'émergence économique. Le 9e point qui est la décentralisation. On vous dit tout de suite, pouvoir au peuple, pouvoir au peuple. C'est devenu pour eux un slogan. Dans le RDPC, ce n'est pas un slogan. Paul Biya est l'impulseur de la politique de la décentralisation. La décentralisation, ça veut dire quitter du pouvoir central et vous donner le pouvoir, vous-même, vous décidez de ce qui est bon pour vous, de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Lorsqu'on vous dit la politique n'est rien d'autre que l'amélioration de votre bien-être, de votre environnement. Et c'est sur cette politique-là que Paul Biya travaille. Et je vous demande tout simplement aujourd'hui de ne pas commettre d'erreur, et je sais que vous n'en commettrez pas. Je m'adresse tout simplement aux sceptiques, à ceux qui se sont pendant un temps laissés drainer par la mouvance des foules, parce qu'on récite des choses qui vont aller chercher très loin. Voilà le bulletin blanc.
c'est le bulletin de Paul Biya, avec le RDPC qui brille, qui illumine, et que vous-même vous voyez la photo du président Paul Biya, le père qui a fait du Cameroun ce qu'on a aujourd'hui, le Cameroun qui développe, le Cameroun qui construit, le Cameroun qui fait tourner la jeunesse. Merci Benoît Fodjeux, merci FSMC, monsieur Niek, merci à vous, monsieur Salah de l'UNDP. Voilà ce qu'on pouvait dire, puisque Info TV, nous sommes au cœur de la présidentielle. Demain encore, nous serons présents pour justement vous accompagner, pour que vous ne ratiez rien, pour que ceux-là qui aspirent à justement avoir les faveurs des Camerounais puissent justement choisir dimanche 12 octobre prochain en leur âme et conscience, après avoir justement écouté les propositions et les offres des partis politiques en lice. Vous ne bougez pas, tout de suite, Jude Kendi, 19h, en langue de Shakespeare, vous donnera l'essentiel, le meilleur, la quintessence de l'actualité inhérente justement aussi à cette présidentielle à venir. 20h, Karine commencera là pour le même exercice, en langue de Molière cette fois-là, pour que justement vous n'ayez pas à avoir une information qui vous échappe, parce que vous êtes sur Info TV, c'est la chaîne de la présidentielle. Bien le bon.